votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 28 ans après avoir raflé l'étalon d'or de Yenenga, le Burkina Faso distingué à nouveau. Dani Kouyaté a remporté la plus haute distinction du FESPACO pour son film Katanga, la danse des scorpions. Une distinction qu'il a dédiée au réalisateur Souleymane Cissé qui s'est éteint 24 heures avant l'ouverture du festival. Le ramadan démarre dans la division alors que la majorité des Sénégalais vont jeûner ce dimanche. La coordination des musulmans a entamé le mois béni ce samedi. Raison invoquée, l'apparition de la lune dans le Baol, notamment à Sadio et Kerbala. Le carême fixé au 5 mars prochain, dans un texte datant du 6 février, le Saint-Pape a souhaité à sa communauté un pèlerinage annuel du Saint-Carême dans la foi et l'espérance. Alors que l'espace politique est en proie à une polémique liée à la reddition des comptes, des juristes se penchent sur la gestion des affaires publiques. Principale recommandation au sortir de leur rencontre, modérer l'aspect confidentiel qui trop souvent entoure la gestion des affaires publiques pour aboutir à plus de transparence. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite en culture avec le FESPACO et le Burkina Faso sur le podium. Le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté a remporté l'étalon d'or de Yenenga lors de cette 29e édition du FESPACO avec son film Katanga, la danse des scorpions. Ce prestigieux prix, décerné le 1er mars 2025, donc revient au Burkina Faso 28 ans après la dernière victoire nationale dans cette catégorie. Que dire de Dani Kouyaté? Eh bien, il s'agit du fils du grand Sotigui Kouyaté, qui fut lui-même comédien et metteur en scène. Dani Kouyaté qui a tenu, en recevant sa distinction, à rendre hommage au réalisateur malien Souleymane Cissé, une lumière du cinéma africain qui s'est éteinte 24 heures avant l'ouverture du FESPACO. Je vous propose de l'écouter. Thank you to the jury, thank you to everybody. Je voudrais, hommage a déjà été rendu à Souleymane Cissé, mais si vous le permettez, je voudrais en rajouter un peu. Souleymane Cissé a été pour moi un modèle. Il a tracé la voie que j'essaye très humblement de suivre. Alors, Souleymane Cissé n'est pas mort, il vit dans nos cœurs et dans nos esprits. Je vous remercie. A special eulogy Merci beaucoup. Souleymane Cissé, Merci. who is a model, a role model for Dani Kouyaté. Toutes nos félicitations au réalisateur Dani Kouyaté pour son film Katanga, la danse des scorpions, qui a remporté donc 5 prix spéciaux, ainsi que le prix spécial du jury avant de rafler l'étalon d'or de Yenenga. C'est un film qui, je le rappelle, a été coproduit par la réalisatrice sénégalaise Angèle Diaban. Le prix UMOA du court-métrage documentaire a été remporté par le Sénégalais Abdelaziz Bass avec son film 2002 Bataille contre l'oubli, le film Timpi Tampa de la jeune réalisatrice Adama Binta Sow. Jeune réalisatrice donc a eu la mention du jury dans la section perspective avec la participation remarquable d'un jeune acteur. Il s'agit de Pape Ali Diop. Enfin, la Sénégalaise Fatoumata Bachili a remporté le prix spécial du jury de la section film d'animation pour son film Les aventures de Kadi et Juju. Parlons religion plutôt, avec le ramadan qui a démarré ce samedi pour la coordination des musulmans du Sénégal. Ses responsables estiment avoir aperçu la lune dans certaines localités, dont Sadio et Kerbala. Et je propose d'écouter tout de suite Serigne Tall Diop ainsi que l'imam Omar Sall. Il s'exprime au micro de Abdoulaye Patiane. Pour scruter le croissant lunaire, à
après avoir recueilli les informations en provenance de ses correspondants nationaux et internationaux, la Commission vous informe que le croissant a été aperçu au Sénégal, plus précisément à Sadio, dans le département de Mbacké, dans la région de Diourbel. Et après avoir rédigé la communication et le communiqué, nous avons reçu d'autres informations vérifiables et vérifiées que le croissant a été aussi aperçu à Keur Marem Mbeng et à Keur Bala, tout près du lac Rose. Donc c'est une foule assez nombreuse au Sénégal qui a aperçu ce croissant lunaire. Le croissant a été aussi aperçu dans la sous-région, en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, en Mauritanie et dans le monde musulman, plus précisément en Arabie Saoudite et au Sultanat d'Oman. Par conséquent, nous déclarons que demain, Inch'Allah, le samedi 1er mars 2025, correspond au premier jour du mois lunaire Ramadan 1446. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos prières. Démarrage du Ramadan dans la division, la direction des affaires religieuses doit prendre ses responsabilités. C'est l'avis de l'imam Mokhtar Ndiaye, chargé de la communication de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Le voici. Nous déplorons en tant que religieux le démarrage du Ramadan encore dans la division. Non seulement cela ne nous honore pas en tant que des musulmans d'une même communauté, mais aussi cela ne fera que fragiliser davantage la Oumma islamique. La question du croissant lunaire sera très difficile à mon avis à régler vu la sensibilité, n'est-ce pas, de cette question, car nous avons en face deux commissions qui chacune campe sur sa position et chacune d'entre elles ne veut lâcher du lest pour qu'une solution à l'amiable soit trouvée. Maintenant, il revient, à mon avis, à la direction des affaires religieuses, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle par rapport à cette question du croissant lunaire, en organisant, en rencontrant d'abord les différentes commissions en vue d'organiser de larges concertations pour qu'une solution à l'amiable soit trouvée par rapport à cette épineuse et sensible question du croissant lunaire. Et après le Ramadan, passons au carême qui va débuter le 5 mars prochain. Le Vatican a publié ce mardi le message du pape François. Dans ce texte daté du 6 février avant son hospitalisation, le Saint-Pape invite les catholiques à un pèlerinage annuel du Saint-Carême dans la foi mais aussi dans l'espérance, enrichi par la grâce de l'année jubilaire. La synthèse du message du souverain pontife avec Daniel Diouf. On appelle à marcher ensemble dans l'espérance. Le pape François exhorte les fidèles catholiques à entreprendre un chemin de conversion en 3 étapes, marcher ensemble et marcher dans l'espérance. Le texte invite à commencer le carême avec le signe pénitentiel des cendres, symbolisant la préparation spirituelle pour célébrer le triomphe pascal du Christ. Avec le signe des cendres que l'on reçoit mercredi prochain, le premier jour de pénitence, le Saint-Père rappelle que le carême est un pèlerinage vers Pâques, célébration de la victoire du Christ sur la mort. Il invite chacun à s'interroger sur sa propre marche spirituelle. Notre marche spirituelle est-elle marquée par l'immobilisme ou par une quête sincère de liberté et de renouveau, s'interroge le Saint-Père. Le deuxième appel du pape concerne la synodalité. L'importance de marcher ensemble en unité, en cultivant l'écoute et l'inclusion pour avancer vers le royaume de Dieu. L'Église est appelée à avancer unie, sans laisser personne de côté. Le pape François insiste sur l'importance de l'écoute, du dialogue et du travail commun au sein des familles, des paroisses et des communautés religieuses. Enfin, le Saint-Père invite à cheminer dans l'espérance, la confiance en la promesse de la vie éternelle. Le pape rappelle ici que la résurrection du Christ est le fondement de la foi chrétienne. Il encourage à faire confiance à Dieu et à vivre cette espérance à travers des engagements concrets en faveur de la justice et de la fraternité. Et puis, le pape François place ce carême sous la protection de la Vierge Marie, mère de l'espérance, afin qu'elle guide les croyants sur ce chemin de conversion.
Des nouvelles sur la santé du pape François avec l'agence de presse du Vatican. Selon le communiqué parcouru par la rédaction, eh bien, le Saint Pape n'a pas fait de crise depuis ce vendredi. Il a passé une nuit tranquille et se repose. La situation reste complexe et le pronostic réservé donc à l'équipe médicale. Parlons de tout à fait autre chose, de deniers publics à présent avec l'affaire Tabaski Ngom. Le juge du parquet financier a adressé une lettre au ministre de la Justice pour demander la levée de l'immunité parlementaire du député maire Moustapha Diop. Ce dernier doit être entendu dans un dossier de détournement présumé portant sur la somme de 700 millions de francs CFA. La balle est dans le camp du garde des Sceaux qui doit à son tour saisir l'Assemblée nationale. Les détails, c'est avec Fatima Touré. Après Farba Ngom, le député maire Moustapha Diop pourrait être le deuxième député qui verra son immunité parlementaire levée depuis l'installation de la 15e législature. Selon le journal Libération qui donne l'information, le juge financier a adressé une lettre au ministre de la Justice Ousmane Diagne pour demander la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Le député maire de Louga doit être entendu dans le cadre de l'enquête sur un détournement présumé de 700 millions de francs CFA au sein de l'agence d'aménagement et de promotion des sites APROSI. Un nouveau tournant dans l'affaire Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor et agent comptable de l'APROSI au moment des faits présumés. En détention depuis janvier dernier pour détournement présumé de deniers publics, Tabaski avait déclaré avoir remis de l'argent à Moustapha Diop par l'intermédiaire de son chauffeur Mbaye Ngom. Dans le même dossier, Tabaski a été aussi en justice contre Mor Gueye, patron des entreprises Sensetal et Webcomsen. Accusé de transactions douteuses, il a été arrêté par la brigade de recherche de Sali et acheminé au parquet financier de Dakar. Autre personne citée dans l'affaire du détournement présumé, Mohamed Ba, ancien directeur général de l'APROSI, qui a consigné 90 millions de francs CFA et qui est finalement placé sous contrôle judiciaire. Au vu de l'évolution des faits, la situation du député Moustapha Diop se complique. Son immunité parlementaire est remise en cause. La balle est désormais dans le camp du garde des Sceaux. Alors que l'espace politico-judiciaire est en proie à une polémique sur des transactions jugées suspectes et portant sur des centaines de milliards, des universitaires, particulièrement des spécialistes en ingénierie juridique, se penchent sur les voies et moyens à emprunter pour aboutir à plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Principal constat de ces juristes, c'est bien trop de confidentialité dans la gestion des affaires publiques, ce qui n'en favorise pas la transparence. Le point, c'est avec Babacar Diouf et Nongo Ndiaye. Transparente et participative s'accommode-t-elle de secret dans sa conduite? Les universitaires pensent que non. Mieux, le verrou doit sauter, indique Mbalotiam, le chef du département ingénierie juridique à l'université Alioune Diop. C'est aujourd'hui prendre en compte de manière très loyale, pour reprendre tout simplement, impliquer les autres de manière honnête. Et encore une fois, ce n'est que la transparence. Et si on devait trouver un fil conducteur à travers les différentes interventions, il me semble que c'est la transparence qui fait aujourd'hui qu'on peut faire sauter le secret à travers toutes ses formes et à travers toutes ses ramifications. Son application dans certains dossiers d'une actualité brûlante a montré ses avantages, indique le juriste. Si aujourd'hui il y a des procédures sur le plan judiciaire et les banques ont pu révéler des informations sur le plan financier et on en arrive à arrêter une personne, c'est parce que tout simplement le secret bancaire n'a pas été respecté. Autrement dit, on a renversé, on a autorisé la banque, quelqu'un l'a dit, on a autorisé les autorités financières à révéler les secrets. Donc, en partant de là, aujourd'hui aussi, l'autre aspect, c'est sur le plan de la propriété intellectuelle, quelqu'un aussi l'a soulevé, parce que ce sont des questions naturellement très intéressantes. Et aujourd'hui, à l'heure des mutations, je ne parle pas du droit, mais des sciences sociales, avec l'IA, avec surtout la compliance, on assiste davantage à
ce renversement. Sans vouloir verser dans l'absolutisme, les universitaires pensent que le secret ne favorise pas la transparence dans la gestion des affaires publiques. Toutefois, l'absence de secret, comme dans le domaine bancaire, pourrait décourager l'épargne et par ricochet affaiblir l'économie. Le collectif pour la défense des intérêts de la Padoue dénonce l'agissement de prédateurs fonciers qui veulent s'accaparer le terrain Tchéli. Selon les membres de ce collectif, la commune de Padoue souffre d'un manque d'infrastructures sociales de base. En rassemblement sur le site, les jeunes du quartier interpellent les autorités centrales avant que l'irréparable ne se produise. Nous écoutons tout de suite Yahya Amadoussi. Il est porte-parole du collectif pour la défense des intérêts de la Padoue et il nous en dit plus au micro d'Abdoulaye Patéane. La Padoue est une commune et en 2019, on a eu un projet du ministère du Sport. Et ce projet-là, c'était pour permettre d'avoir un terrain à la Padoue, un complexe sportif du maire beaucoup plus général. Et les conseillers municipaux n'ont jamais délivré de 2014 à 2022 une délibération. Donc la source du bail pose tout d'abord un problème. Sur le second point, nous avons des problèmes liés aux aspects socio-environnementaux. Vous voyez tous ces élèves, tous ces enfants font ici leurs activités sportives. Donc en quelque sorte, si nous perdons le terrain, ces enfants-là n'auront plus d'espace pour faire leurs activités sportives. Et ça cause un réel problème. Nous avons besoin à la Padoue d'avoir des infrastructures comme toutes les autres communes qui permettent à nos enfants de pouvoir bien travailler. De pouvoir informer hier que les deux prétendants cherchent à liquider leur terrain. Donc ils sont conscients de ce qui se passe ici. Ils sont conscients aujourd'hui de la manière dont ils se sont produits, dont ils ont acquis le terrain. De ce fait, toute personne qui hérite de ce terrain va emporter avec l'héritage les litiges qui sont afférents. Nous demandons aux autorités locales administratives de redoubler d'efforts afin de venir nous aider à récupérer notre bien. Allez, parlons à présent de ce conflit qui persiste toujours entre le maire de Keur-Massar Nord et les commerçants du marché de l'unité 14 des parcelles Zasseni. Les vendeurs sont contre le projet de réhabilitation de leur lieu de commerce prévu par la municipalité. Ils souhaitent prendre en charge la réfection de leur cantine. Amidou Diallo est secrétaire général de l'association des commerçants du marché de l'unité 14 des parcelles Zasseni. Je vous prie de l'écouter au micro d'Aminata Ba et d'Ousmane Baldé. Le marché a été ouvert et créé en 1998. Nous avons un différend avec notre nouveau maire. Parce que ce marché a vu passer beaucoup de maires. Depuis Mbaké Diop, Gamouboy, Mbaké Diop encore, Moustapha Mbeng et aujourd'hui M. Sarr. Et depuis qu'il est venu, il a fait un blackout. Il a fermé toutes les portes aux autorités du marché et il voulait aller en route libre pour la gestion de ce marché-là. Un marché qui est déjà en péril parce que les toilettes n'existent pas, l'éclairage n'existe pas, l'aménagement des tables n'existe pas. Et ils sont venus, ils ont tout bloqué pour dire que même c'est ce qu'il y a des cantines, même c'est ce qu'il y avait des autorisations qui étaient délivrées par les premiers maires, que personne n'avait plus le droit de construire jusqu'à nouvel ordre. Nous avons entendu. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent procéder à un recensement. Avant de recenser, nous pensons qu'il faut d'abord régulariser. Régulariser parce que le marché là depuis 1998, certains ont perdu l'autorisation de placement, d'autres n'en ont pas encore et d'autres en ont mais ne l'ont pas retrouvé. On ne peut pas également faire un recensement en mettant de côté l'association de la gestion du marché. Malheureusement, c'est ce qu'ils voulaient faire, mais aujourd'hui nous avons dit net, on ne peut pas accepter cela parce que des préalables sont là à l'attente qui n'ont pas été réglés et il faut qu'on aille ensemble d'abord pour la gestion du marché parce que la gestion participative, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. On ne peut rien faire sans les populations. Et de pied ferme, nous attendons notre en masse. L'action qui veut mener dans ce marché n'aura pas lieu sans notre participation à cette action-là. 24 heures avant le démarrage du Ramadan, nous abordons nos reportages spéciaux consacrés à ce mois béni. Le reportage du jour s'intéresse à la vente d'une agrume très prisée sur nos marchés. Il s'agit de l'orange dont le prix du sac varie entre 30 et 33 000 francs CFA. Nos reporters se sont rendus au marché syndicat de Pikine. Sur place, les vendeurs disent rencontrer deux difficultés principales, la conservation de leur stock
mais aussi l'insécurité qui sévit autour du marché. Pape Faraning, Abdoulaye Paté-Anne, reportage. Portés par des camions depuis la Verte Casamance, souvent conservés dans des cartons, on trouve des tas de ce produit au marché mythique de Sandika de Pékin. Ce produit d'un goût spécial et sucré est en abondance dans le marché. L'orange est très prisé en ce moment. Le sac est à 31 000 francs. L'orange vient de la Casamance. Oui, actuellement, ça marche bien. Les clients viennent. Je transporte de l'orange depuis la Casamance et on se frotte bien les mains. Le prix des sacs varie entre 30 000 et 33 000 francs CFA selon la qualité. Un produit qui se raréfie. Le sac varie entre 32 000 et 33 000 francs. Actuellement, le produit se raréfie. Ça, 32 000 francs. J'achetons le sac à 32 000. Les prix ont augmenté depuis quelque temps. Bien avant, le prix était à 25 000. C'est très cher en ce moment. Malgré la cherté des prix, beaucoup de gens se ruent vers l'orange pour gagner leur vie. Nous faisons tout pour gagner notre vie, c'est pour cela que nous vendons l'orange. Nous faisons tout pour gagner notre vie, c'est pour cela que nous vendons l'orange. Tout le monde y voit son compte, le vendeur ou même le client. C'est très bénéfique. Toutefois, ces vendeurs sont confrontés à beaucoup de difficultés. S'y ajoute l'insécurité dans le marché. C'est difficile en ce moment de trouver du travail dans ce pays. C'est ce qui motive les jeunes. Si on avait une chambre froide et des lampadaires pour la sécurité du marché, car nous payons chaque jour des taxes. La cherté des prix est notre première difficulté. Il faut d'abord diminuer les prix. Parfois les produits pourrissent dans nos mains et c'est très difficile qu'on jette nos produits. Dans le sac, il y a beaucoup de produits qu'on jette comme ça, jeter de l'orange, qui occasionnent de grosses pertes. Avec le ramadan, les vendeurs craignent une mévente et parfois leurs marchandises pourrissent dans leurs mains. De ce fait, ils sollicitent l'aide des autorités afin de sécuriser leur avenir. La santé avec ce conclave qui a réuni pas moins de 44 directeurs d'hôpitaux à Thiès. L'objectif, réfléchir à une meilleure gestion des urgences et une prise en charge plus adéquate des malades. L'insuffisance des moyens financiers et matériels sont les principaux freins au bon fonctionnement des établissements de santé publique. Les détails avec Charanta Diop et Seylatia. Le nouvel hôpital de Tivaouane Seydi El Hadji Malick Sy va bientôt ouvrir ses portes. C'est l'assurance de la directrice générale des établissements de santé. Tout à fait. Le processus est presque fini. On était dans la phase de réception provisoire. Il y avait à un moment donné quelques contraintes techniques. Des équipements, il fallait revoir les équipements, remodeler, etc. Tout cela a été fait et dans un avenir très proche, on pourra démarrer. C'est pourquoi on est en train de mettre en place le plan d'ouverture pour pouvoir, dès qu'on réceptionne complètement effectivement les activités. Au cours de cette rencontre tenue à Thiès, les 44 directeurs d'établissements de santé publique ont diagnostiqué sans complaisance les difficultés dont souffrent les hôpitaux. Quand on a fait l'étude, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui fonctionnent de façon déficitaire. L'État doit augmenter entre 200, 300, 500 millions par structure. Vous imaginez un peu ce déficit-là, ce qui fait que les hôpitaux ne peuvent pas souvent investir. Parce que le coût, c'est une chose, l'activité peut coûter, admettons, 10 000, et l'État nous demande de facturer 5 000. Mais la différentielle là, si l'État ne la supporte pas, ça pose problème. Souvent, les équipements sont insuffisants. La capacité liquide pose beaucoup de problèmes. Ces directeurs d'hôpitaux ont présenté un tableau clair des besoins en ressources humaines, des gaps en équipement. Ils appellent le ministre de la Santé à faire le plaidoyer pour améliorer la prise en charge au niveau des structures de santé. Et toujours en santé, ce camp de réparation de fistules
organisé à l'hôpital régional Amat Dansokho de Kédougou. Objectif, voler au secours des patients hémodialysés qui souffrent à Kédougou en leur montant des fistules artério-veineuses pour leur meilleure prise en charge lors de leur séance d'hémodialyse. Le reportage est signé Ibrahim Adjabahate. Ce camp, organisé par le ministère de la Santé et de l'Action, un apport certain dans la prise en charge de ces patients. Et à la une de l'actualité internationale, l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, décryptée par le spécialiste en relations internationales François Durper. Selon lui, cette altercation aura de lourdes conséquences sur la guerre en Ukraine. Le spécialiste des relations internationales considère que le président ukrainien a commis des erreurs en tenant tête à son homologue américain, dont le pays fut un grand soutien, contrairement aux Européens qui n'ont pas les moyens de faire face à la Russie. François Durper, professeur à l'université de Cergy-Paris, interrogé par Chérif Dia. Zelensky a oublié deux choses avant de s'adresser à Donald Trump. La première, c'est qu'il ne faut jamais oublier de flatter le président des États-Unis. Et la deuxième, c'est d'éviter avec Donald Trump tous les sujets qui fâchent, d'éviter de les aborder trop directement. Objectivement, cet événement sert les intérêts de Donald Trump. Il y a aux États-Unis deux catégories d'Américains. Il y a tous ceux qui considèrent que le soutien à l'Ukraine, c'est un problème de droit international et ce sont essentiellement des démocrates. Mais il y a aussi tous les soutiens de Donald Trump qui considèrent que le soutien à l'Ukraine, c'était une bêtise de l'ancien président Joe Biden, ce président que Donald Trump qualifiait de président stupide. Et finalement, Donald Trump, en quelques minutes, dans le bureau ovale, en se comportant de cette manière avec Zelensky, il dit à ses supporters, contrairement à ce que les médias du Nord-Est, ces médias progressistes vous disent sur les Ukrainiens ne sont pas ces victimes de l'agression russe, ces victimes qui se battent courageusement, mais ce sont des ingrats irrespectueux qui auraient dû beaucoup plus remercier votre pays, notre pays, les États-Unis. Alors la suite géopolitique, c'est que Zelensky ne peut plus compter sur les États-Unis. Donald Trump est un président rancunier. Il ne peut pas non plus compter sur une adhésion possible à l'OTAN. Donald Trump a claqué la porte de l'OTAN sur les doigts des Ukrainiens. En revanche, il peut compter sur l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe ne peut pas faire? L'Europe ne peut pas se battre à la place des Ukrainiens. Ils n'en ont pas la puissance de feu. Ils n'ont pas non plus les capacités logistiques de battre la Russie. En revanche, l'Europe peut faire durer ce conflit, peut faire que l'armée ukrainienne soit mieux entraînée, soit mieux équipée. Et après tout, nous sommes à la 4e année de guerre. Beaucoup de spécialistes considéraient que cette guerre ne durerait que quelques semaines, ne durerait que quelques mois. Et les Ukrainiens sont toujours là. La Russie n'a toujours pas gagné la guerre. Et pourquoi Zelensky et les Ukrainiens peuvent compter sur l'Europe? Parce que les États-Unis, ils peuvent abandonner l'Ukraine sans craindre pour leur propre sécurité. En revanche, l'Europe ne peut pas abandonner l'Ukraine sans craindre pour sa sécurité intérieure. Allez, on passe au sport à présent pour la gestion technologique des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Le comité d'organisation a paraphé un partenariat avec la Sonatel comme premier sponsor pour les services de télécommunication, une mission, un défi pour un groupe panafricain de 40 ans d'existence qui compte mettre son savoir-faire et ses moyens au service du rayonnement de l'Afrique. Compte rendu, cher Sadibou Diarra et Yaya Diallo. La Sonatel, premier partenaire de sport au Sénégal, un statut encore matérialisé par la signature d'un contrat avec le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Au-delà de la partie sponsoring, nous sommes fournisseurs officiels pour ces Jeux olympiques de la jeunesse sur les services de télécommunications fixes et mobiles. Parce qu'il s'agit quand même d'un événement mondial et nous devions nous assurer que tous les aspects, notamment du cahier des charges du COJOJ, qui est celui aussi du CEO,
était rempli. Donc il y a eu beaucoup de discussions techniques pour être sûr que nous avions bien compris ce cahier des charges et que notre proposition aussi la couvrait totalement. Premier partenaire premium des JOJ Dakar 2026, la Sonatel s'engage à offrir des services de télécommunication de grande qualité. Et les Jeux Olympiques, ce n'est pas seulement les spectateurs qui sont dans les stades, mais vous voyez bien que c'est un événement qui est diffusé dans tout le monde. Si on prend juste l'exemple des derniers JO de Paris, et c'est là où nous rentrons avec notre métier, justement de pouvoir assurer une diffusion parfaite. Et en cela, nous sommes extrêmement confiants. Orange était au cœur de la diffusion et de la technologie, et nous avons bon espoir, nous sommes quasi certains que nous arriverons à assumer cette mission. Nous avons déjà, même avant d'avoir signé, anticipé un certain nombre d'investissements dès que nous avons eu une bonne visibilité de ce qui était entendu. Une contribution d'un groupe panafricain non négligeable dans la mission du comité d'organisation. La définition des RSE, c'est exactement ça, c'est d'accompagner que ce soit le football, que ce soit d'autres activités. Et là, c'est une activité phare, c'est les Jeux Olympiques, une première en Afrique. Et pas plus tard que ce matin, je parlais avec les gens de Olympic Channel, basés en Espagne, parce qu'ils avaient vu dans les sites du CIO qu'on faisait une cérémonie, etc. C'est simplement pour vous dire que l'impact est énorme. Sonatel s'inscrit depuis ses débuts dans la ligne du sport. Et ça, c'est qu'une consécration, parce que c'est une première en Afrique qu'on reçoit les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et ils se sont inscrits dans la durée et de façon forte et puissante dans notre accompagnement. Les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le plus grand événement sportif au Sénégal depuis la CAN de 1992. C'est du 31 octobre au 13 novembre 2026 avec 2500 athlètes attendus. Merci à Cher Sadibou Diarra, merci à vous d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. Excellente suite des programmes en notre compagnie. L'actualité, vous le savez, se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Et bon appétit si vous êtes à table et surtout très bon dimanche. Merci.